Bienvenue à vous, nous sommes à la maison de l'Amérique latine à Paris dans le 7e en compagnie du docteur, je vais l'appeler par docteur Samuel René Péfora, pharmacien, artiste et homme de culture. Vous êtes en dédicace de votre ouvrage « Vision et grandeur du peuple Bamoun, du temporel à l'intemporel ». Selon vous, quel est le dialogue interculturel du temporel à l'intemporel? Le dialogue interculturel du temporel à l'intemporel, je pense qu'il se fait déjà à travers l'art, à travers l'appréciation que chacun peut, en regardant nos créations, ce que nous avons fait, se projeter dans le temps et anticiper aussi dans le futur. La couverture du livre, c'est entre la beauté intellectuelle et l'esthétique authentique visuelle. Quelle vision proposez-vous, justement? Disons que nous voulons proposer une vision, peut-être pas de la réalité, mais une vision qui se rapproche le plus possible de la réalité. Vous savez déjà... Parce que là, je vous parle de la beauté, cette beauté intellectuelle, l'esthétique authentique. Vous voyez, ce sont des mots qui sont assez forts. Mais la beauté... Disons déjà que l'art, en ce qui me concerne moi, c'est la recherche de la beauté. Mais pas la beauté dans le sens de l'agrément, mais plutôt dans le sens de la joliesse. Et ce qui peut toucher nos sens et qui s'adresse à l'ensemble de nos corps pour pouvoir créer de l'émotion. Justement, derrière vous, vous avez une sculpture. Dans cette question, comment vous pouvez l'interpréter dans votre imaginaire en tant que peintre? Disons que cette sculpture qui est derrière moi, Je vous propose de la regarder. Tout à fait, qui est une sculpture cubaine d'Augustin Fernandez, qui représente pour moi un peu d'abstrait, une tête, des mamelles nourricières, mais comme cette mère imaginaire prête à nourrir le monde. Vous êtes petit-fils de prince et de princesse du royaume Bamoun. Vous êtes déjà originaire vous-même du royaume Bamoun. C'est tout naturellement que vous allez perpétuer ce que j'appelle la tradition, les mœurs, les coutumes, les rituels dans la civilisation du peuple Bamoun. Votre réflexion de la jeunesse dans l'ouvrage que vous allez présenter tout à l'heure avec Jessica Loblett. Disons que ce que je veux représenter, déjà à travers la question que vous posez qui est assez profonde, c'est de rappeler au monde, à tous ceux qui auront parcouru cet ouvrage, que depuis plus de 20 siècles, l'humanité a connu beaucoup d'avancées, beaucoup de créations, que ce soit sur le plan de l'agriculture, que ce soit sur le plan de la technologie, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'homme a performé, mais à côté quand même de cette performance humaine, l'humanité vit toujours des désastres, des catastrophes, des drames. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est si l'homme a performé et que nous continuons toujours à vivre des catastrophes, qu'est-ce qui s'est passé? Et la réponse se trouvait peut-être à travers nos créations pour rappeler quand même à l'être humain qu'on s'est approché de la réalité créative, humaine, mais on s'est écarté de ce que nous sommes réellement. Donc il faut aller chercher au plus profond de nous-mêmes, jeter un regard sur le passé, voir qui étaient nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait, afin d'y déceler des clés de compréhension du monde d'aujourd'hui. Chez nous, au royaume Bamoun, la noblesse, elle est présente. Elle est présente au quotidien et on ne se rend parfois pas compte d'un certain nombre de faits. Et c'est quand on arrive dans la civilisation, dans le monde occidental, qu'on se rend compte que parfois certaines choses chez nous, qui sont des choses banales, ont vraiment un sens. Parce qu'ailleurs, on n'en trouve plus du tout. Que ce soit sur le plan moral ou même sur le plan éthique. Éthique de responsabilité, éthique sociétale. Je dirais même aussi bien sur le plan culturel que sur le plan culturel. Quelles sont les différentes langues que vous parlez? Enfin, il y a une langue spécifique à la langue du peuple Bamoun. Expliquez-nous le côté linguistique et justement l'alphabet
et d'où elle parle, cette langue, de toutes ces ethnies qu'il y a dans ce peuple Bamoun? Disons déjà que le peuple Bamoun, le royaume Bamoun, c'est une fédération d'environ 250 tribus à la base, hein, différentes. Je dirais même plus loin que le royaume Bamoun est le résultat d'une créolisation. Ça peut paraître bizarre qu'on parle de créolisation Édouard Glissant. Édouard Glissant, tout à fait, une créolisation en plein Afrique centrale. Ça peut paraître bizarre, mais c'est la réalité. Vous venez de citer Édouard Glissant. Si on prend la créolisation au sens d'Édouard Glissant, c'est-à-dire le mélange des cultures ou d'éléments de culture qui produisent de l'inattendu, on peut dire sans risquer de se tromper que le royaume Bamoun est le résultat d'une créolisation. Parce qu'à la base, nous avons un jeune prince qui est parti de la région du royaume de Tika avec sa maman et leur famille, hein, et ils sont allés à l'aventure, fuyant des différends au niveau du royaume originel, et chemin faisant, ont rencontré divers peuples avec qui ils ont fait soit des guerres, soit des arrangements, pour ensuite alors maintenant former ce qui sera plus tard le royaume Bamoun. Et donc le royaume Bamoun, qui représente aujourd'hui environ 250 tribus différentes à la base, a en lui un condensé des différents points de culture de ces différents peuples, hein, qui se sont mis ensemble en mettant en commun leur culture sans se diluer, pour en faire alors maintenant une nouvelle culture qui est la culture Bamoun. Et même le prince Charayien, qui est le tout premier roi, le tout premier monarque, qui va donc fonder le royaume en 1394, il va adopter une langue qui n'est même pas sa langue, mais qui est plutôt la langue d'une des fédérations trouvées sur place. C'est tout vous dire. Mais en gardant également ses propres éléments de culture et des éléments de culture des autres peuples qu'ils ont rencontrés. Et je vois que là, on est en plein dans la créolisation telle que décrit et définie par Édouard Glissant. Et ça, c'est ce processus-là. Ceci peut expliquer aussi pourquoi ce royaume, depuis le XIVe siècle, a pu résister quand même à toutes sortes de calamités que l'Afrique a connues jusqu'à ce jour. Et quel est le grand philosophe justement du peuple Bamoun dans cette époque que vous venez d'évoquer? Toujours côté linguistique, hein, parce que je reste sur la langue, qui me paraît fondamentale. Si on peut parler de philosophe, je dirais plutôt, bien plus tard, au sein de ce royaume-là, je situerais plutôt le débat au niveau du 19e siècle. Au 19e siècle, si on veut parler quand même de civilisation, de religion, on va renvoyer à la présence du 17e roi, le roi Njoya. Mais pour bien comprendre sa philosophie et sa vision, d'où même le titre de l'ouvrage « Vision et grandeur du peuple Bamoun », nous allons remonter à 1804, lorsque Haïti gagne son indépendance. C'est la première république noire indépendante hors d'Afrique. 1848, c'est l'abolition de l'esclavage. 1850, le comte Arthur de Gobineau va produire un ouvrage, l'essai sur l'inégalité des races humaines, où il va donc classer la race noire au bas de l'échelle. Il faut aussi dire qu'il a été aidé en cela par Hegel, qui avait déjà commencé ses enseignements en expliquant l'inégalité, ou alors maintenant l'inégalité des races, comme quoi la race européenne, occidentale, était beaucoup plus évoluée que la race noire. Donc Gobineau arrive, continue sur cette lancée-là, sort cet ouvrage, qui sera même la Bible de tous les pays quasiment occidentaux qui vont l'utiliser pour aller coloniser les pays africains. Et donc, 1883, il y a eu donc en Allemagne le partage de l'Afrique en zone d'influence. 1885, on est toujours au 19e siècle, à la Société d'anthropologie de Paris, il y a un jeune haïtien du nom de Joseph Auguste Anténon Fima. Il va sortir un ouvrage intitulé « L'essai sur l'égalité des races humaines ». Anthropologie positive, où il va battre en brèche la théorie de Gobineau et de Hegel pour montrer quand même que la race noire était tout aussi intelligente, avait tout aussi sa place dans la civilisation que les autres races. On le traitera de théoricien. On est en 1885, on le traitera de théoricien. Je veux bien croire, mais sauf que 4 ans après la sortie de l'ouvrage d'Anténon Fima, dans le royaume Bamoun, il y a un jeune prince qui monte au trône, 1889, et 4 ans après Anténon Fima, et qui va mettre en pratique la théorie de Gobineau, la théorie de Anténon Fima, donc l'égalité de race. Il monte sur le trône, qu'est-ce qu'il fait? Il invente une écriture.
il ouvre des écoles, il professionnalise l'enseignement. Il y a une profession, il y a l'enseignement de la médecine, l'enseignement de l'art, l'enseignement de la coiffure, l'enseignement de l'agriculture, de l'architecture. Il envoie tout son peuple à l'école. Il ouvre même des écoles en dehors de son royaume. C'est tout vous dire. Et les Occidentaux ne vont rentrer dans ce royaume qu'en 1902. Et quand ils arrivent, ils trouvent un royaume qui est bien tenu, avec un monarque qui a créé une écriture, qui a ouvert des écoles pour enseigner son peuple. Or, nous savons aujourd'hui quand même que ce qui peut donner même des éléments d'existence d'une civilisation quelque part, c'est la présence d'une écriture. Or, nous voyons ici quand même que ce penseur-là, vous avez pas de penseur tout à l'heure, il a bien créé une écriture propre, l'écriture dite Aka Oku, en 1896. Hein, et cette écriture, la dernière version qu'on appelle la Aka Oku Mfefe, qui a évolué. On est parti de 586 idéogrammes et pictogrammes à pratiquement 80 ans. Une écriture complète et qui est même syllabique à la fin. Donc ça, c'est quand même formidable de se rendre compte quand même qu'au moment où le monde entier est en plein débat intellectuel sur l'entrée dans la civilisation ou non, quelque part, il y a un monarque noir qui crée sa propre civilisation autour de son peuple, autour des siens, mais sans se référer aux autres et sans avoir été en contact avec les autres. Et donc enfant, vous, de l'enfance à l'âge adulte, en tant qu'homme aujourd'hui, vous avez bénéficié justement de toute cette culture que vous venez d'expliquer au travers de vos études. Donc vous parlez, vous écrivez, et puis vous êtes aussi un chercheur aussi dans ce domaine-là, ce que je vois. Effectivement, nous avons baigné dans cela. Alors ce qu'on a fait, il faut déjà savoir que quand ce roi crée cette écriture, ouvre les écoles et tout, on est en 1896. 1902, les Allemands arrivent, c'est la colonisation allemande. 1914-1918, c'est la Première Guerre mondiale. L'Allemagne va perdre ses colonies en Afrique. La France va arriver. Et la France arrivant dans ce royaume-là, va pratiquement interdire l'enseignement de cette écriture-là. Fermer toutes les écoles qui avaient été ouvertes par ce roi-là. On est en 1924. Et le roi sera même renvoyé en exil. Et donc, il est strictement interdit d'enseigner dans cette langue-là. Non seulement ce roi, il faut le préciser, a créé une écriture, mais il a aussi créé une langue d'aristocrate, la langue Shumam, qui est une langue pratiquement d'initiés, et qui pouvait parler avec son entourage, les érudits de son royaume et tout. C'est quand même formidable. Et vous avez bénéficié de cette langue Alors, mais justement, je vous l'explique, oui, on est au milieu des années, on est au début des années 1900, au début du XXe siècle. Tout à fait. Et donc la France va interdire non seulement l'usage de cette langue-là, à partir de 1920, fermer des écoles, strictement interdit. Le Cameroun aura son indépendance en 1960. Moi, je suis né plus tard, en 1966. Mais sauf que, à la fin des années 70, début des années 80, tout jeune, nous avions décidé avec quelques amis de lutter et faire en sorte quand même que cette écriture-là puisse être réenseignée. Alors, nous le faisions, c'était un passe-temps pour nous, parce qu'on était curieux, on voulait savoir qu'est-ce qui s'était passé avant, mais on ne savait pas qu'on était en train d'écrire l'histoire. Et donc, on va donc créer le club Shumam avec notre professeur de l'époque. Je profite de l'occasion pour lui rendre hommage à sa mémoire. Il s'appelait Bedbo Pierre de Bafetba, qui n'était même pas Bamoun, mais qui nous a éclairés, il nous a orientés, mais vraiment vers ce chemin de la quête du savoir. Nous avons créé un club, et le roi qui était au pouvoir à ce moment-là, Sa Majesté Njimolu Sédou, il a donné l'occasion à ce que nous puissions aller à l'école et commencer à apprendre cette langue-là. Nous avons appris donc l'écriture Akaoko, et ensuite alors maintenant la langue Shumam et tout, qui n'a rien à voir avec le Chupam, qui est la langue parlée par les Bamoun aujourd'hui. Ça c'est encore autre chose. Et donc, c'est bien plus tard. C'est bien plus tard, quand on va donc rouvrir véritablement l'école, qu'on commencera à parler de plus en plus d'écoles, qu'on se rendra compte par nous-mêmes que cette écriture avait été interdite par le colon. Au moment où nous voulions remettre en scène, on ne le savait pas. Nous l'ignorions. Nous l'ignorions totalement. Et aujourd'hui, cette langue continue d'être enseignée. Dans l'art que je fais, j'utilise des éléments de cette langue curieuse. Les érudits, ceux qui ont envie de travailler, de faire fonctionner plus ou moins leur intellect,
puisse être amené à aller décrypter ce qui est derrière les créations que je fais en utilisant cette écriture-là. Donc la plupart de mes œuvres utilisent cette écriture-là. Il y a des messages, ce sont des messages codés, mais que n'importe qui connaît cette écriture peut pouvoir décrypter. Cela renvoie ici plus ou moins, en toute modestie, aux travaux de Jean-François Champollion, quand il a décrypté les hiéroglyphes. Donc, au départ, on pensait que c'était des dessins simples, mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était des écrits. Et derrière ces écrits-là, il y avait beaucoup d'histoires. Et là-dessus, l'histoire du royaume d'Amour, elle est encore méconnue. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore découvertes. Un tableau de l'ouvrage co-signé Samuel René Pofora et Serge Mbunga moi-même, tout simplement parce que ce livre se veut une ouverture au monde. On part de nos racines de pays Bamoun pour embrasser le monde. Et ce monde est la Guyane où le peintre dont j'ai fait la connaissance depuis plus de 10 ans a eu domicile depuis 5 ans et il a peint. Tous les matins, il passait devant ce bel endroit. Malheureusement, la luminosité ne permet pas d'apprécier la beauté de ce tableau, mais c'est vraiment un tableau que j'aurais souhaité avoir chez moi, mais il m'a fait savoir que Serge, tu n'as pas 50 000 € pour l'acheter. Mais bon, j'espère gagner suffisamment d'argent avec la vente des livres pour acheter ce beau tableau. Et donc ce tableau, qui est le lieu où il passait assez souvent durant nos échanges, il m'a fait savoir que oui, j'ai écrit ce tableau-là, et qui mieux que celui qui connaît cet espace pouvait écrire ces vers que je m'en vais vous le lire. De Eli Stephenson, l'auteur de Ismée ou les oiseaux de lumière, un très très beau recueil de poèmes que je vous recommande fortement, avec cette seule phrase d'amour qu'il dit à une femme: je t'aime comme si tous les dieux s'endormaient à tes pieds. Je t'aime comme si tous les dieux s'endormaient à tes pieds. Madame, j'espère qu'on le dira, messieurs, dites-le ce soir à vos bien-aimés. Alors, Moussoudé. Moussoudé, c'est l'aurore, le rêve s'endort et délire le cœur et l'esprit. Les yeux écartent les nuages et l'ombre n'est plus. De tous les points du monde, nous contemplons la mer qui nous attend, patiente et toujours féconde. À travers les soubresauts de son sommet séculaire, elle attend nos soupirs, nos allaitements, nos cris et nos pleurs, mais aussi la clameur qui enfle goutte à goutte, à la mesure du sang, à la mesure du temps. Moussoudé, c'est l'aurore, fendant les nuages pirogues de guerriers et de femelles rebelles. Nous ne sommes pas nés dans la résignation. Nous ne sommes pas nés dans la résignation et l'opprobre des razzias. Nous ne sommes jamais morts, quoi qu'en disent les mercenaires. Moussoudé, c'est l'aurore, la quintessence divine de Kemet à Tarana, de nouveau réunis dans les bras d'Assata, du sommet éclatant des baobabs et des fromagers. S'élèvent les clameurs, les chants, les hymnes de triomphe et de victoire. Fit, fraternité, Rétu, dignité, Chutu, liberté, liberté, liberté. Eli Stephenson, mai 2021. Merci.